Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue. Bienvenue dans Ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien. Je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide. J'ai rien. Et qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi. Vous pensez que je me suis fait des idées? Que j'entends des choses que je devrais pas entendre? Vous écoutez l'épisode 18, et avec moi comme d'habitude, celle qui a bingé pour vous une tonne de littérature pour pouvoir vous la régurgiter dans le podcast, c'est Laetitia. Salut Laetitia, comment ça va? Bah ça va très bien. Et toi? Ça va. Ça va? Oui, La forme? petite forme. Oh. Voilà. Mais on a un long podcast aujourd'hui, donc on va essayer de ne pas prendre 2 heures pour l'enregistrer, et on va essayer de ne pas perdre du temps non plus. Alors dis-moi, où est-ce que tu en es toi déjà dans l'écriture de ton livre? Parce que c'est quand même la question la plus importante du podcast. C'est vrai, c'est la question brûlante de cette actualité. Eh ben, ça avance très bien. J'ai enfin sorti du coup mon premier livre en auto-édition via la plateforme Librinova. Du coup, là, il est disponible en version numérique et version papier sur Librinova uniquement pour le moment. Donc, si vous voulez le commander via ce site, c'est possible. Donc, ça s'appelle Humanité, avec un S. Et mon pseudonyme, c'est Lalo, L-A-L-A-U. Et du coup, d'ici un bon mois, normalement, il est dispo sur toutes les librairies en ligne, type Fnac, Cultura, et dans la majorité des librairies indépendantes. Voilà. Très bien, bah écoute, impatient de le lire, hein, parce que moi aussi apparemment je vais devoir l'acheter, vu que je vais pas avoir le droit à mon Bah, y a exemplaire intérêt. dédicacé. D'accord, Tu l'achètes et je te le dédicace. d'accord, t'as le sens des affaires. Bon, aujourd'hui on va parler du film To the Bone, et donc vous l'aurez compris, on va parler des troubles du comportement alimentaire. Alors toi, est-ce que Laetitia, tu suis des patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire? J'allais dire oui, mais en fait, c'est pas du tout le premier motif de consultation. Je suis des personnes effectivement qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais de manière, ce sont des comorbidités en fait. C'est-à-dire que c'est pas la demande première qui a motivé le suivi psychologique. Les personnes auxquelles je pense, par exemple, elles viennent à la base pour un trouble anxieux, du trauma complexe, d'autres problématiques sur lesquelles vient se greffer le TCA. Mais du coup, c'est pas pour ça qu'on vient me voir en premier, généralement. Et toi? Non, moi non plus, pas trop, hein. C'est vrai que souvent, c'est quand même des prises en charge qui sont pluridisciplinaires. C'est rare que des personnes viennent consulter spontanément pour ça. En tout cas, moi, à ma consultation, j'ai dû en voir une ou deux. Mais c'était des problématiques finalement assez peu complexes et pour lesquelles ça s'est plutôt bien passé. Mais un peu comme toi, hein, associé quand même souvent à un trouble anxieux, où finalement, quand on se focalise sur ce problème-là, le trouble alimentaire qui en découle, en fait, il rentre dans l'ordre un peu tout seul, quoi. Donc c'est pas des vraies problématiques comme celles dont on va parler là, comme celles qui sont abordées dans le film. C'est quand même autre chose. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de pas mal de choses. On va commencer par parler de la représentation des symptômes de l'anorexie mentale dans le film. Est-ce qu'ils sont fidèles à la réalité, oui ou non? Ça, c'est moi qui vous en parlerai. Ensuite, toi, tu nous parleras de la possible similitude ou non entre les troubles du comportement alimentaire et les addictions. Ça, c'est un sujet intéressant sur lequel je pense qu'on n'est pas forcément d'accord, mais on verra. Ensuite, on se posera la question de savoir est-ce que aller en réhab lorsqu'on souffre d'anorexie, c'est aussi cool que dans le film? Parce que c'est vrai que la façon dont c'est présenté dans le film, ça a l'air plutôt assez cool. Est-ce que la réalité rejoint la fiction? On en parlera tout à l'heure. Ensuite, Laetitia, tu nous parleras de la nature des relations intrafamiliales lorsqu'il existe un trouble du comportement alimentaire. Moi, je vous parlerai rapidement de l'anorexie mentale chez les garçons et du problème de l'anorexie mentale et de la grossesse.
puisque c'est deux cas qui sont présents dans le film, donc on va en parler quand même un petit peu. Et enfin, Laetitia, tu nous parleras des conduites ordaliques. Tu nous expliqueras ce que c'est en détail et tu nous feras le parallèle avec notamment une séquence particulière du film. Voilà, et on finira par notre avis sur le film et nos recommandations. Voilà, vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Ma séance de psy, épisode 18, c'est parti. On dirait que, à chaque fois que t'allumes la télé ou que t'ouvres un magazine, tu tombes sur une photo. Oh mon Dieu, ce gâteau a l'air trop bon. Comme si c'était une espèce de récompense. Sauf que tu tournes la page et tu tombes sur les photos avant-après d'une pauvre fille bien grosse en mode je me déteste, qui est devenue mince grâce à un régime. Et ça y est, elle est heureuse, la vie est belle, tout le monde l'aime. Et on fait quoi avec le gâteau? On dirait qu'il s'amuse à nous rendre dingues. Ah, c'est trop la faute de la société. Le monde est trop injuste, je vais me suicider. Ça sert à rien de dire que c'est la faute des autres. To the Bone est une comédie dramatique américaine de 107 minutes sortie sur Netflix en juillet 2017. Le film a été écrit et réalisé par Marti Noxon. Alors Marti Noxon, vous la connaissez pas, mais pourtant elle a fait pas mal de choses. Elle a notamment collaboré avec Joss Whedon pour l'écriture des épisodes de Buffy contre les vampires dans les années 90. J'imagine que tu connais Buffy contre les vampires, non? T'as pas regardé ça quand t'étais jeune? Quand j'étais jeune, merci. Oui, je connais, mais non, je regardais pas ça. J'étais plus dans la team Charmed. D'accord. Donc elle n'a pas travaillé sur Charmed. Mais par contre, elle a travaillé aussi sur le spin-off de Buffy contre les vampires, c'est-à-dire Angel. Elle a travaillé sur Prison Break, sur Grey's Anatomy, sur le spin-off de Grey's Anatomy, Private Practice, que ce soit pour l'écriture ou pour la production. Donc en fait, Marti Noxon, elle n'a jamais vraiment réalisé de film, mais elle a fait beaucoup d'écriture et de production. Enfin, pour le cinéma, elle a fait le script du remake de Fright Night, qui est un film des années 80, qui s'appelait Vampire, vous avez dit Vampire en français. Je crois que c'était un de mes premiers films d'horreur, mais que je pouvais même pas aller voir parce que j'avais pas 13 ans à l'époque. Oui, à l'époque, les films étaient interdits aux moins de 13 ans. Et ce remake, quand même, 72% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes, ce qui est incroyable. Ça m'a donné envie de le voir, du coup. Mais je l'ai pas vu encore. C'est quoi Rotten Tomatoes? C'est un site de critique, en fait. Ok. To the Bone, donc, c'est le seul film qu'elle a réalisé pour l'instant, Marti Noxon. Au casting, on retrouve dans le rôle principal Lily Collins, qui est la fille de Phil Collins, je ne savais pas. Elle a joué dans la série Emily in Paris, que j'ai toujours pas regardé. Elle a joué dans un film de Bong Joon-ho, Okja, que j'ai pas vu non plus. Et dans Manque, de David Fincher, que j'ai pas vu non plus. Donc j'ai pas mal de trucs à rattraper. Et puis bon, il y a l'autre personnage principal, c'est Keanu Reeves. Voilà, dans le rôle du Dr Beckham. C'est incroyable dans ce film parce que j'ai l'impression de voir Neo ou John Wick pendant 2 heures, quoi. Dans la dégaine, il y a un truc qui va pas, quoi. Mais bon, non, mais ça va, ça passe en vrai. Donc le film, c'est tout simple, hein, ça raconte le quotidien d'une jeune fille qui souffre d'anorexie mentale et qui va accepter de se faire prendre en charge dans une institution pour se soigner. Et donc on va voir un petit peu le quotidien avec sa pathologie et les autres patients qu'elle va côtoyer qui ont tous leur propre histoire et leurs problèmes avec l'alimentation. J'ai pas trouvé beaucoup d'anecdotes sur le film parce que le film il a surtout fait beaucoup de buzz autour du fait que Marti Noxon et Lily Collins auraient été des personnes qui souffraient d'anorexie mentale dans l'adolescence. Donc c'est un peu là-dessus qu'ils ont vendu le film. Lily Collins, elle a perdu 10 kilos pour le film, mais elle précise dans les interviews en fait qu'elle s'est fait vraiment accompagner par des nutritionnistes, par des coachs et tout, que ça s'est fait de façon très cadrée et que finalement cette expérience-là, ça lui a permis de se réconcilier un peu avec son corps et avec son alimentation. Donc finalement, ça a été plutôt une expérience positive pour elle. Alors c'est vrai que je pense que dans le film, elle est maquillée. Je pense qu'elle a eu des doublures aussi parce que y a certains moments où elle est vraiment très amaigrie. Je pense pas ça soit elle naturellement qui est comme ça. Elle n'est pas comme Christian Bale qui avait perdu 25 kilos pour The Machinist. On n'est pas dans l'acteur studio là. Dernière anecdote avant qu'on passe à la suite, la scène du biberon. Alors pour ceux qui ont vu le film, hein, qui est vraiment une scène complètement bizarre, hein, serait dans le film car apparemment c'est à un moment
de la vie de Martine Oxon, elle aurait vécu ça, en fait, elle aurait rencontré un religieux sikh qui lui aurait conseillé, qui aurait conseillé à sa mère de la nourrir au biberon pour retrouver l'instinct de nutrition. Elle a donc été nourrie une fois au biberon par sa mère quand elle avait 16 ans. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a remis cette scène-là dans le film. C'est probablement une scène autobiographique. Ouais, puis du coup, c'est une scène bizarre, mais je pense que plusieurs personnes l'ont expérimenté, quoi. Ça m'étonne pas trop, en fait, finalement, cette thérapie un peu alternative, là. D'accord, tu t'es renseigné là-dessus ? Bah non, mais je te dis, je comprends, j'en parlerai du coup, mais je comprends la démarche, je comprends le sens. À quand remontent tes dernières règles ? Je crois que c'était... Attendez... Il y a très longtemps. J'ai pas l'impression d'être vraiment si malade que ça. C'est pas censé être plus sain d'être mince. Je vivrai plus longtemps que les gens normaux. Ça te plaît d'avoir ça ? Tous ces poils ? Quoi ? Non, j'aime pas ça. C'est du lanugo. Ton corps essaye de garder la chaleur en fabriquant du duvet. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas ? Des gamins comme toi, j'en rencontre tous les jours. Et vous êtes tous, sans exception, des putains de baratineurs. Tu n'es pas mince, tu fais peur aux gens. Et je parie que t'aimes plutôt ça. Mais si tu continues sur cette voie, un jour, tu te réveilleras pas. Quelles sont les représentations de l'anorexie dans le film ? Ce que j'avais envie de faire là, c'est de faire comme j'avais fait pour The Machinist finalement, c'est de reprendre les critères CIM-10 de l'anorexie mentale et de voir un petit peu comment est-ce qu'ils sont présentés dans le film. Donc le premier critère, c'est un poids corporel inférieur à 15% à la normale, c'est-à-dire grosso modo un IMC, donc IMC c'est indice de masse corporelle, inférieur à 17,5. Pour ceux qui ne le savent pas, l'indice de masse corporelle, c'est facile à calculer, hein, c'est une opération simple. Vous divisez le poids en kilos par la taille au carré, la taille en mètres. Par exemple, pour moi, ça ferait, je dois faire à peu près 90 kilos, et je mesure 1m97. Donc, grosso modo, ça me fait un indice de masse corporelle autour de 24. Voilà, à peu près. Donc ça va. Au-dessus de 25, on commence à être en surpoids. À partir de 30, on est en obésité. Et en dessous de 18, en dessous de 17,5, du coup, on est dans les critères de l'anorexie. Donc la question du poids, évidemment, elle est bien présente dans le film. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. On nous montre à plusieurs fois, d'ailleurs, les séances de pesée. Ça, c'est vraiment très classique, la pesée, donc c'est-à-dire sans les vêtements. Et donc, à chaque fois, les patients qui attendent pour être pesés, ils ont la couverture sur les épaules pour ne pas avoir froid. Ça, c'est presque la panoplie de la pesée, quoi. Ça, c'est un truc qui revient vraiment souvent. En France, je ne sais pas, mais dans toutes les institutions américaines où j'ai regardé, quand c'est le moment de la pesée, toutes les filles, elles sont emmitouflées dans une couette, voilà, qu'elles enlèvent avant de se peser. On nous montre plusieurs fois donc, des séances de pesée dans le film, mais on ne sait jamais vraiment quel est le poids des patientes. On comprend à leur réaction si elles ont pris du poids ou si elles en ont perdu. Par exemple, Megan, elle sort de la salle de pesée, la salle de soins infirmiers en faisant la tête, donc on se dit « Ah mince, ça se trouve, elle a grossi, elle n'est pas contente ». Et pareil, Ellie, à un moment donné, quand elle monte sur la balance, elle esquisse un petit sourire de satisfaction. Donc là, on se dit, elle doit être contente parce qu'elle a maigri. On voit quand même une fois Ellie demander à Luc son poids et sa taille. On imagine qu'elle s'y connaît un peu en IMC et que donc, si elle pose cette question-là, c'est pas par hasard. Donc ça, a priori, dans le film, c'est OK. Ensuite, le deuxième critère, c'est que la perte de poids est provoquée par le sujet. Donc, perte de poids provoquée, ça peut être par des vomissements. C'est ce que les filles, elles appellent la purge dans le film. Et c'est comme ça que ça s'appelle aussi même dans la vraie vie. Ellie, elle est plutôt discrète sur le sujet, même si elle sait bien reconnaître ce comportement, par exemple, chez sa voisine de chambre. Elle, on ne sait pas si elle pratique la purge, mais bon, probablement qu'elle le fait, quoi. Mais c'est pas montré dans le film. Ensuite, comme autre façon de contrôler son poids ou de contrôler sa perte de poids,
Il y a la pratique excessive d'exercices physiques. Ça, on le voit dans le film. Ellie, elle fait souvent des abdos dans son lit. Elle se déplace en courant ou sur des longues distances. Voilà, tout ce qui peut faire dépenser des calories, elle le fait. D'ailleurs, même quand le docteur Beckham l'examine, tout de suite, il remarque qu'elle a des hématomes dans le dos qui traduisent en fait le fait de... quand tu fais des crunchs répétés, en fait, il y a surtout ton coccyx, en tout cas la partie postérieure du bassin, et puis la partie dorsale et lombaire qui touche par terre, et donc ça, à force de répéter, ça finit par faire des lésions de frottement, voire des bleus, quoi. Ensuite, comme autre moyen, il y a l'utilisation de coupe-faim, de laxatifs, de diurétiques. Alors, il n'y a pas de médicaments coupe-faim qui sont cités dans le film. Par contre, effectivement, il est fait référence aux laxatifs. Anna, une des pensionnaires, propose des laxatifs à Ellie en échange de son silence concernant son sac à vomi. C'est vrai qu'on voit aussi les filles se promener, enfin notamment Ellie se promener avec une bouteille de coca à la main. Alors, à ma connaissance, le Coca Light, parce que c'est probablement du Coca Light, pas vraiment anorexigène, mais c'est souvent utilisé par les patients. Alors peut-être que c'est parce qu'ils se remplissent le ventre avec du gaz. Ouais, c'est ça. Boire plutôt que manger, je pense. Ouais. En tout cas, c'est pas reconnu pour... enfin, d'après ce que j'ai cherché, c'est pas reconnu comme un moyen classique de compenser l'apport alimentaire, mais bon. Et ensuite, le dernier moyen, c'est donc de provoquer la perte de poids, c'est évidemment l'évitement alimentaire. C'est le moyen le plus évident dans le film. On voit les filles qui trient leurs aliments dans l'assiette, voire carrément qui les recrachent. Alors ça, c'est une technique connue, ça s'appelle le chew and spit. C'est-à-dire que les filles mettent l'aliment dans la bouche, prennent le goût et elles recrachent après tout ce qu'elles ont mis dans la bouche. On voit Ellie le faire dans un restaurant lorsqu'elle sort avec Luc. Et Ellie, d'ailleurs, donc quand on parle qu'elle trie les aliments, elles connaissent parfaitement les valeurs caloriques des aliments. Ellie se fait même traiter par sa demi-sœur de Rainman des calories. Je sais pas, en anglais, c'est calorie Asperger. Puisque Rainman, donc c'est un film dans lequel Dustin Hoffman joue un autiste Asperger. Ensuite, le troisième critère de l'anorexie mentale, c'est les perturbations de l'image du corps associées à la peur de grossir. Ça s'appelle la dysmorphophobie. On en a déjà parlé, je crois. Elle est illustrée dans le film par la scène entre Ellie et sa belle-mère dans la salle de bain. En fait, sa belle-mère, je ne sais pas si tu te rappelles, elle la prend en photo et elle lui montre la photo. Elle dit « Regarde à quoi tu ressembles ». Et là, Ellie, elle ne réagit pas. Parce qu'en fait, elle ne voit pas le problème. Sa belle-mère, elle voit quelqu'un de très amaigri, de cachétique, enfin très maigre, et Ellie, elle voit à la limite que presque elle a des bourrelets ou qu'on ne voit pas assez ses côtes ou que ses bras sont trop gros. Finalement, ce qui la met le plus mal à l'aise dans cette scène, Ellie, c'est le discours de sa belle-mère. Donc ça, c'est OK. Quatrième et dernier critère, c'est la présence de troubles endocriniens. Alors ça, c'est abordé dans le film, surtout pendant la consultation avec le docteur Beckham. Le principal critère, évidemment, chez les filles, c'est l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles. J'ajouterais qu'il y a aussi d'autres... en plus des signes endocriniens, les signes de malnutrition, les ongles cassants, la fragilité cutanée, la perte de cheveux, et puis le lanugo. Alors ça, Keanu Reeves, il fait référence à ça dans le film. C'est une fine couche de poils en fait qui apparaît parfois dans l'anorexie mentale. C'est pas systématique, mais ça c'est bien dit dans le film. C'est pour permettre au corps de maintenir sa chaleur, parce qu'effectivement, quand on n'a plus de couches graisseuses autour des muscles et des os, pour conserver la chaleur elle a tendance à se dissiper. Et le fait de développer des poils, ça permet de conserver la chaleur. Donc on est d'accord, le film nous montre de façon, on va dire, frontale la sémiologie de l'anorexie mentale, telle qu'elle est décrite dans les manuels et les classifications. Ça, il n'y a pas de souci. C'est l'aspect visuel, c'est ce qui est le plus facile à montrer au cinéma. Mais une fois qu'on a fait le diagnostic, l'enjeu, c'est souvent, en psychiatrie, ça va être de faire prendre conscience aux patientes qu'elles souffrent d'une pathologie, et donc que son état n'est pas normal. Pour pouvoir l'aider à trouver finalement une raison de se soigner et ensuite de pouvoir lui donner les moyens de le faire.
C'est un peu ce qui essaie d'être développé dans le film. Là, globalement, dans le film, on te présente surtout brut de décoffrage la sémiologie de l'anorexie mentale. Tu sais pourquoi tu te sens comme ça? Parce que j'ai une addiction. Oui, en quelque sorte. Quand les exercices et les rituels reviennent et que les inquiétudes récurrentes sur votre poids prennent le contrôle, alors tout le reste disparaît. Et vous affamer, ça peut vous rendre euphorique, comme pour un toxicomane ou un alcoolique. C'est pas la minceur l'objectif. Pas vrai? La minceur, c'est relatif, ça n'existe pas. Le désir profond qui vous motive, c'est d'engourdir un sentiment que vous ne voulez plus éprouver. Alors moi, je voulais parler effectivement des troubles du comportement alimentaire et des addictions. Mais t'as dit avant que t'étais pas d'accord avec moi, mais du coup, j'étais assez... j'ai pas tranché, en fait, dans ma partie, parce que je considère... Enfin, vous allez voir, du coup. J'ai dit qu'on serait peut-être pas d'accord. Ok. Parce que moi, j'ai pas tranché, du coup. Parce qu'effectivement, dans la prise en soin, c'est tellement différent que enfin, on peut pas dire que c'est pareil. Et en même temps, il y a beaucoup de concepts qui sont en addicto et qu'on peut quand même transposer, je trouve, par rapport au TCA. Donc je vais beaucoup dire TCA pour trouble du comportement alimentaire. Donc dans le DSM-5, qui est toujours la classification des maladies mentales, les troubles des conduites alimentaires, ils sont bien distincts des troubles liés à l'usage d'une substance et des autres troubles addictifs. Je trouve que beaucoup de personnes ont encore des représentations autour des TCA et sont amenées à les considérer comme des problématiques relevant des conduites addictives, mais c'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, dans les soins, on voit bien que ces deux domaines, ils sont distincts. Moi qui travaille en XAPA, du coup, en centre d'addictologie, on n'accueille vraiment pas de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Encore une fois, en première attention, parce qu'évidemment qu'il y a des gens qui vont venir consulter en addicto qui vont avoir des troubles du comportement alimentaire. Mais quelqu'un qui aurait une problématique de l'ampleur des lits, c'est clairement une prise en soin dans un service hospitalier spécialisé. La prise en charge n'est pas du tout la même, et la manière d'aborder le processus des TCA et le processus addictif, c'est pas du tout autour des substances ou des comportements, c'est vraiment rien à voir, quoi. Donc plusieurs raisons selon moi pour lesquelles les troubles du comportement alimentaire ne peuvent pas être considérés comme des addictions. Déjà le fait qu'il ne s'agisse pas d'une drogue, mais d'un élément nécessaire à notre survie, qui est la nourriture, et d'un besoin vital et primaire, qui est celui de s'alimenter. Bon, déjà. Du coup, si on reprend les critères de l'addiction, tels qu'ils sont définis dans le DSM, par exemple la perte de contrôle par rapport aux consommations, la tolérance, donc le fait de devoir augmenter pour ressentir les mêmes effets, le sevrage, donc le fait de ressentir des signes de manque à l'arrêt, on voit rapidement que ces critères-là, ils ne sont pas adaptés aux troubles du comportement alimentaire, en fait. Il ne sera jamais question de sevrage, comme on pourrait l'entendre dans le cas de quelqu'un qui souhaiterait se sevrer de l'héroïne. Comme je disais tout bonnement, parce qu'il s'agit de nourriture. Donc voilà. Et puis dans la plupart des addictions, on est quand même dans une satisfaction immédiate, c'est-à-dire qu'on cherche à répondre à une envie irrépressible de consommer sur le moment. Il faut vite obtenir le produit ou le comportement pour répondre à ce besoin, pour soulager un malaise intérieur parfois. Et je trouve que dans les TCA, même s'il y a ce truc de satisfaction immédiate dans la restriction, mais je trouve qu'on est plus dans une satisfaction différée, qui est la perte de poids, que dans une satisfaction immédiate comme les prises de toxiques, quoi. Donc ça, c'est une liste non exhaustive. Mais du coup, je disais que j'ai pas... Tu veux dire quelque chose ? Non, mais je repensais à... Il y a une phrase dans le film où je crois que Luc dit à Ellie que leur comportement alimentaire, finalement, il lui dit c'est comme une drogue. Je sais plus comment il tourne le truc. Et je peux comprendre que des fois, alors on peut dire que c'est un besoin d'hyper-contrôle et que finalement, notamment pour les purges, ça va être des comportements compulsifs. C'est-à-dire que, à l'inverse, si tu veux, t'as le craving dans l'addiction où c'est plus fort que toi, tu vas avoir envie de consommer le produit. Mais on a l'impression quand même que des fois, chez les patientes, il y a ce besoin irrépressible aussi à l'inverse de consommer quelque chose, mais de se vider, quoi. Okay.
C'est pour ça que ce rapprochement avec l'addiction, et puis je pense qu'au niveau du circuit de la récompense, ça doit fonctionner aussi un peu de la même manière. T'as vu mes notes ? J'en parle après. D'accord. Bon, bah. Du coup, parce qu'effectivement, il y a quand même des similitudes, même neurobiologiques, quoi. Enfin, ça s'explique pas que du point de vue psy, mais donc aussi du point de vue neurobiologique. Donc, je reviens à certains auteurs qui, à l'inverse, vont plutôt faire le parallèle entre TCA et addiction. Et comme je disais, il y a vraiment une proximité des concepts, parfois. Du coup, j'ai lu l'article de... Alors, je ne sais pas si on prononce le Z, Duriez, je ne sais pas, Verbe et Gordwood, qui date de 2020. Gordwood. J'ai dit quoi ? Gordwood. Ah, autant pour lui, autant pour moi. Gordwood. Ne t'inquiète pas, il nous écoute pas. On le salue. Qui date de 2020, donc qui est plutôt récent. Pourtant, il est pas loin, hein, il est à l'hôpital Sainte-Anne. Hein. Ah ouais ? Oui. Bah, on le salue doublement alors, si jamais, sur un malentendu. Donc l'article date de 2020 dans la revue Alcoologie et Addictologie et il s'appelle « L'anorexie mentale est-elle une addiction ?» Donc vous pouvez le retrouver facilement en ligne, c'était intéressant comme article. Et en fait, ils réfléchissent à l'anorexie mentale à travers le prisme de deux gros éléments de l'addictologie. Le premier, c'est le principe de compulsion, et le deuxième, c'est justement le système de la récompense. Bon, là, je vais parler que du système de la récompense pour pas donner trop d'informations techniques et pas perdre les gens. Donc, pour commencer, pour la faire courte, le système de la récompense, c'est un système dans notre cerveau qui est le plus impliqué dans le processus addictif. Donc il va concerner plusieurs structures cérébrales que je ne vais pas détailler non plus. Et en fait, quand ce système s'active dans notre cerveau, il va libérer beaucoup de dopamine, qui est le neurotransmetteur du plaisir et qui va faire que l'on va rechercher de nouveau à ressentir cette sensation de plaisir et de détente. Donc le système de la récompense, il joue forcément un grand rôle dans le maintien des addictions, parce que quand on va consommer un produit ou un comportement qui va avoir pour effet d'activer ce système et donc de libérer de la dopamine, ça va faire comme un espèce de un renforcement positif, de manière neurobiologique, quoi, en gros, qui va nous inciter à y retourner. Après, ce système de la récompense, il joue aussi un rôle, de base dans notre survie, parce qu'il vient valider, entre guillemets, les comportements qui sont nécessaires et qui sont bons pour nous. Le fait de se nourrir, par exemple, ça libère chez nous de la dopamine, et c'est ce qui vient nous... Quand on est tout petit, c'est ce qui vient valider le fait que on a besoin de ça et c'est quelque chose d'agréable et de positif. Et donc dans un article de Fladung, bon, je sais pas si tu le connais, il est à Sainte-Anne celui-là. Non, Fladung et Hall, qui date de 2013, il a mis en évidence que dans l'anorexie mentale, il y avait une association entre une surstimulation du système de la récompense et la maigreur. Donc là, c'est ce que tu disais, c'est intéressant quand même, le lien, c'est quand même pas banal. En fait, il y a vraiment le fait d'être confronté à une silhouette maigre, ça va avoir un caractère récompensant pour les personnes, puisqu'ils constatent que les patients, enfin en tout cas plus souvent les patientes, qui souffrent d'anorexie mentale, elles présentent une activité anormalement élevée du circuit de la récompense lors de l'exposition à des représentations d'états de maigreur. Donc ça signifie que face à ces états de maigreur, il va y avoir un sentiment de plaisir et comme je disais, quelque chose du renforcement positif qui va donc motiver encore plus les personnes à continuer dans leur comportement de trouble du comportement alimentaire. Même si c'est pas une explication unique, comme je l'ai dit, on est quand même sur de la récompense différée du coup, mais et qu'il y a aussi d'autres processus psychologiques comme tu as dit, comme la dysmorphophobie ou je pense qu'il y a pas mal de phénomènes dissociatifs aussi. C'est vrai que c'est un argument neurobiologique qui peut expliquer aussi le fait de continuer dans la restriction. D'ailleurs, il y a un auteur qui s'appelle Westfield qui a fait un article en 2012 dans Point de vue sur les TCA et les addictions aussi. Et lui, il parle carrément de toxicomanie de la restriction. Alors même si je suis pas du tout d'accord avec... je suis pas forcément d'accord avec cette appellation, toxicomanie de la restriction, je trouve que c'est intéressant cette réflexion de se dire, ouais, il y a quand même un côté
pulsionnel sur le fait de se restreindre et d'être dans la privation. Et un dernier point que je trouve assez lié entre les TCA et les addictions, c'est la défaillance de la capacité à mentaliser, à élaborer psychologiquement, à mettre du sens, à communiquer, à parler. Et du coup, les personnes qui souffrent de TCA, c'est un peu comme les personnes qui souffrent d'addiction, elles vont avoir plus tendance à recourir au passage à l'acte, de par une impulsivité et une tendance à éviter de penser, en ayant recours soit à une substance, soit à un comportement, soit à des conduites de restriction alimentaire. Voilà. Donc il y a quand même un manque de flexibilité mentale commun, j'ai envie de dire, aux deux problématiques. Mange ce que tu veux. Si t'as des besoins spécifiques, comme c'est le cas pour Kendra, on fera le nécessaire. Et c'est tout? Non, je te rassure, on est toujours évalué. Quand tu manges, les points apparaissent comme par magie. Ce qui veut dire, c'est que si tu te maintiens ou que tu t'approches de ton but, tu montes d'un niveau. C'est toi qui gères ta progression. Sérieux? Oui, mais personne ne quitte la table pendant le repas. Et les toilettes sont fermées pendant les 30 minutes qui suivent. Et inutile de faire semblant de manger ou d'aller vomir dans les plantes ou un truc dans le genre. Ça pue et c'est des grammes en moins sur la balance. Pigé. Bien, je vous propose qu'on parle maintenant des prises en charge en institution pour les TCA. Donc le film, finalement, lui, il a tendance plutôt à se baser sur des prises en charge telles qu'elles peuvent être faites aux États-Unis. En France, c'est codifié assez différemment. C'est même assez bien défini par la Haute Autorité de Santé qui a publié en 2010 un document d'environ 170 pages dans lequel sont détaillées toutes les recommandations de prise en charge pour les personnes qui souffrent de TCA. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast si vous voulez aller sur ce fichier PDF qui est très exhaustif. Et donc la Haute Autorité de Santé précise d'ailleurs que l'hospitalisation n'est pas un traitement, on va dire, en lui-même du trouble, mais que l'hospitalisation s'inscrit plutôt comme une étape intermittente dans une prise en charge qui reste avant tout une prise en charge ambulatoire. La Haute Autorité de Santé souligne aussi l'existence d'hospitalisation de jour ou d'hospitalisation à temps partiel, tout en insistant sur le fait qu'elle n'apporte pas plus de bénéfices que l'hospitalisation complète. Donc il est recommandé d'associer les familles lorsque la décision d'hospitalisation doit être prise. Ça, c'est OK dans le film, bien que le père d'Ellie brille par son absence, puisqu'on ne le voit pas du tout du film. C'est la belle-mère qui est en premier ligne, mais en tout cas qui intervient dans la décision d'hospitalisation. Les critères d'hospitalisation donc, sont très précis et exhaustifs, comme je vous disais, et vous pouvez les retrouver dans ce rapport de la Haute Autorité de Santé. Après, en ce qui concerne les modalités d'hospitalisation, dans To the Bone, ça ressemble vraiment à un peu une colonie de vacances, j'ai envie de dire. Il y a une infirmière sur place qui a l'air de gérer tout toute seule, une psychologue qui est là à temps partiel, tout ça pour quand même 7 jeunes adultes qui ont l'air quand même le plus souvent livrés à eux-mêmes, qui peuvent manger un peu ce qu'ils veulent ou quasiment rien manger. Le docteur Beckham, il passe vite fait de temps en temps, on doit le voir une fois ou deux. Voilà, on a l'impression quand même que c'est pas hyper cadré quand même ce qui se passe dans cette maison. Alors j'ai recherché évidemment s'il existait des structures identiques en France, mais bon, c'est pas du tout l'ambiance. Hein. Que ce soit en province ou en région parisienne, je suis passé par la FFAB, donc la Fédération Française d'Anorexie Boulimie, et j'ai trouvé que des structures hospitalières. Les plus connues, bien sûr à Paris, il y a la Maison de Solène, ou la CMME, donc la Clinique des maladies mentales et de l'encéphale, qui se trouve à l'hôpital Sainte-Anne. Dans les grandes villes de province, on trouve surtout des cliniques ou des unités de soins dans des hôpitaux publics. Il n'y a pas vraiment de maison de soins comme ça, telle qu'elle est présentée dans le film. En France, toutes ces structures, elles ont un point commun, ce sont des structures pluridisciplinaires avec des protocoles de soins qui sont bien établis. Donc à chaque fois, c'est un accompagnement médico-psychosocial avec un travail sur l'estime de soi, la confiance en soi, la dynamique familiale, le rapport à l'alimentation. Voilà, ça c'est vraiment la base des soins dans les structures en France. Dans To the Bone, d'accord, il y a la pesée, il y a les groupes de parole, mais sinon ça a l'air d'être plutôt du grand n'importe quoi dans la maison. Alors c'est vrai que, comme je disais, lorsqu'on va du côté du Québec ou des États-Unis,
je trouve effectivement des maisons un peu comme dans le film. Par exemple, il y a la maison L'Épervier. Tu disais qu'on accueille des patients TCA dans les services d'addictologie, enfin qu'on n'accueillait pas, pardon, des patients TCA dans les services d'addictologie. Eux, justement, chez L'Épervier, c'est une structure d'addictologie qui ont des lits réservés pour les patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. L'architecture, d'ailleurs, de la maison, elle est un peu pareille que dans To the Bone, mais bon, le programme de soins, il faut reconnaître, le projet de soins, il est un peu un cran au-dessus. Voilà. Notamment, déjà, il y a 9 personnes pour s'occuper de 12 patients. C'est quand même un peu plus. Et c'est pas juste le docteur Beckham qui vient te voir en aparté et qui te dit de dire merde à ta petite voix intérieure et voilà, tu manges ce que tu veux à table. Bon, apparemment, ce genre d'établissements, ils sont quand même relativement nombreux, en particulier sur le territoire canadien. Enfin bon, vous avez compris, dans l'ensemble, le film est plutôt à côté de la plaque lorsqu'il s'agit de montrer ce qui se passe vraiment dans une structure de soins TCA. En tout cas, c'est sûr, par rapport à la France, c'est pas comparable. Après, par rapport au système américain, il y a peut-être quelques similitudes, mais ça reste quand même beaucoup plus light et ça se présente de façon quand même beaucoup moins sérieuse. Bon, par quelques rares aspects, il se rapproche de certains modes de prise en charge. Je pense par exemple à l'utilisation du renforcement positif avec l'attribution des points qui donnent accès à des privilèges. Alors ça, effectivement, dans les structures anglo-saxonnes, c'est des choses qui se font. En France, je ne crois pas. Bref, dans la réalité, finalement, être hospitalisé, c'est pas la colo, c'est plutôt une épreuve. C'est un moment difficile. Et surtout, suivant les critères de l'anorexie, les modalités de l'hospitalisation ne sont pas du tout les mêmes. Ça peut aller d'un séjour en réanimation, voire sous contrainte si nécessaire, lorsque les désordres électrolytiques, c'est-à-dire les ions dans le corps, en particulier le potassium, sont trop importants. On surveille souvent la kaliémie chez les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, parce que l'hypokaliémie, ça peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, notamment des fibrillations ventriculaires, et donc forcément à terme un arrêt cardiaque et la mort. Il y a d'autres cas. L'hospitalisation peut se faire aussi dans un service de médecine, lorsqu'il y a un besoin de renutrition, parfois en utilisant soit une sonde nasogastrique. Alors ça, on a l'exemple dans le film, ils appellent ça le tube, là où on passe par le nez pour descendre dans l'ésophage et l'estomac, pour pouvoir envoyer les aliments directement dans l'estomac sans que ça passe par la bouche. Il y a une autre méthode aussi qu'on utilise, qui s'appelle la gastrostomie. Là, c'est une intervention chirurgicale qui fait que le tube va directement de la paroi abdominale, traverse la paroi abdominale et va directement dans l'estomac. Donc là, ça passe même pas par le nez, en fait. Attends, je comprends pas là. Tu passes au bloc opératoire et finalement on perfore en quelque sorte l'estomac pour faire rentrer la sonde directement à l'intérieur. Et donc ensuite tu fais rentrer l'alimentation liquide directement dans l'estomac. Donc pour le tube, c'est le cas de Pearl, c'est elle, la fille à haut licorne là, qui dans le film, qui à un moment donné passe par cette étape-là. Enfin bon, ça c'était une autre alternative. La troisième alternative d'hospitalisation, c'est les séjours en service de psychiatrie spécialisé. Lorsqu'il n'y a pas de nécessité de soins médicaux trop lourds ou invasifs, et là où on se concentre vraiment sur le trouble psychique à proprement parler. Donc vous voyez que c'est pas aussi simple que ça. Il y a différents niveaux de gravité. Bon, dans le film, je pense que c'était pas forcément pertinent de détailler tout ça. L'idée, c'est de se centrer vraiment sur le soin psychologique. On voit pas le reste. À la rigueur, c'est pas trop grave. Mais voilà, c'était important que vous compreniez qu'il y a différents quand même degrés d'hospitalisation et qu'il y a aussi différents degrés de sévérité dans la prise en charge. Même il y a des moments où c'est carrément urgent. Il y a encore peu de temps, Hélène vivait avec nous. Elle a déménagé chez son père il y a 18 mois maintenant. On pensait que ça pourrait lui faire du bien de renouer un peu avec lui. Il s'est jamais préoccupé de savoir qui est vraiment Hélène. La seule chose qui l'intéresse, c'est la personne qu'il voudrait qu'elle soit. Hélène est une artiste. Elle est très intelligente et extrêmement sensible. Je savais qu'elle n'étudierait jamais le chinois ou l'informatique ou des trucs comme ça. Quoi ? Tu crois que c'est ce que ton père voudrait pour toi ? J'en sais rien, je crois...
Je crois qu'il veut simplement que je gagne ma vie. Tout à fait. Est-ce que c'est un crime? Pas de crime, pas de procès, souvenez-vous. Ce que je veux dire, c'est que le père d'Hélène n'a jamais vu qui elle était vraiment. Elle était petite quand il a quitté la maison. Oui, parce que tu couchais avec ta meilleure amie, ici présente. C'est pas pour ça qu'on a divorcé. Parce qu'il y a une meilleure raison. Nous ne sommes pas venus ici pour défendre notre couple. Quand est-ce que tu vas te décider à changer de disque, Suzanne? De quel disque tu parles? Tu le sais très bien. Je dis la vérité. Jack ne voulait plus avoir de rapport. Eh bien, il ne rechigne pas avec moi 2 fois par semaine, réglé comme une horloge. J'y crois pas. Et puis je te signale que c'est pas lui qui l'a abandonnée. On n'a pas abandonné Hélène, on a déménagé à Elles l'ont Phoenix. foutue dehors et elles ont balancé ses valises sur le trottoir. Parce qu'on s'occupait toute seule de la maladie d'Hélène et que ça durait depuis des années. Je n'ai pas abandonné ma fille. Je l'aime plus que ma vie, mais je sais pas comment réagir quand je la vois mourir sous nos yeux. Alors moi maintenant je vais vous parler des troubles du comportement alimentaire et des relations familiales. Je vais faire un petit focus sur les relations à la mère. Je trouve que dans le film, les 2 aspects ils sont assez bien représentés et mis en avant. Du coup déjà en ce qui concerne les dysfonctionnements familiaux, je trouve que la scène de la thérapie familiale elle est assez parlante. On voit que c'est complètement déconnant au niveau de la communication. Donc dans cette scène, il y a Ellie, sa sœur, la belle-mère, sa mère et la compagne de sa mère, et Kinu, le thérapeute. Et on voit que dans cette scène, c'est complètement déconnant parce qu'au niveau de la communication, donc tout le monde parle sauf Ellie. Et non seulement on ne parle pas d'elle, alors que c'est quand même le but de la manœuvre, c'est le but de l'entretien, mais on fait complètement abstraction de sa présence. Tout le monde parle comme si elle n'était pas là. La seule personne qui sort un peu du lot, dans cette scène comme dans le film d'ailleurs, et qui est vraiment une personne ressource pour Ellie, c'est sa demi-sœur, dont j'ai oublié le prénom. C'est la seule qui fait une intervention en rapport direct avec elle et sur le lien qu'elles ont entre sœurs. Alors c'est vrai que dans les lectures que j'ai pu avoir, ce qui revient souvent, c'est que la communication dans les familles où il y a du trouble du comportement alimentaire, elle est soit inexistante, soit inadaptée. Alors je refais un parallèle avec l'addiction, mais souvent dans ces familles, celui qui souffre de symptômes importants, en tout cas bruyants, peut être désigné comme étant le porteur du symptôme familial. C'est-à-dire que toute la famille, tous les membres de la famille vont se mobiliser autour de la personne, ou plutôt autour de sa pathologie, du coup, et va un peu la désigner comme la problématique de la famille, ce qui a pour effet de cristalliser un peu tout le monde autour de ça, et ça empêche assez efficacement qu'on vienne travailler sur autre chose. Alors dans le cas d'Ellie, on voit que son TCA, ça inquiète tout le monde, ça mobilise tout le monde. Pour autant, lors de cette séance de thérapie familiale, c'est comme si Ellie n'existait pas. Enfin, ça me fait penser à une autre scène du film, lorsqu'elle attend dans la salle d'attente avec sa belle-mère pour le premier rendez-vous avec le docteur Kinu. La belle-mère se met à parler avec une autre maman qui est présente avec sa fille. Les deux, elles sont en train de discuter des traitements de leurs filles respectives, mais comme si, encore une fois, comme si les deux n'étaient pas là, quoi. La belle-mère, elle parle carrément à la place d'Ellie, encore une fois, sans la prendre en compte. Et je trouve que en fait, ça fait sens, ça fait un peu reflet, quoi, avec son anorexie mentale et sa maigreur extrême. Et le fait que les patientes qui souffrent d'anorexie, elles cherchent souvent symboliquement à disparaître, à plus exister, quoi. Et ça me permet aussi de faire le lien avec l'idée qu'Ellie, elle n'a pas de lien relationnel, enfin en tout cas de lien d'attachement suffisamment fort et sécure. Parce que, donc pour switcher sur le manque de lien d'attachement, si on résume les liens qu'Ellie a avec ses proches, on pourrait dire que sa mère, elle est très loin d'elle physiquement, mais pas que. Elle est souvent pas très dispo, elle l'appelle pas trop. Son père, il est carrément absent, on le voit jamais, on le voit pas du tout. Il est vraiment, il est pas là, quoi. Et alors sa belle-mère, elle a le mérite d'être là et d'essayer d'aider, mais elle est quand même assez culpabilisante. Et parfois intrusive. Donc clairement, hormis la demi-sœur dont je parlais tout à l'heure... C'est Kelly son nom. Kelly, merci. Qui est présente, soutenante et qui l'écoute. On peut dire que quand même les figures d'attachement d'Ellie ne lui permettent pas de se sentir suffisamment aimée et protégée. Et du coup, en termes de figure d'attachement, si je fais un focus sur la mère, il y a un peu cette notion, c'est l'auteur Westfield, je crois,
qui en parle dans son article de 2012, là, que j'ai déjà cité, dans Point de vue. Il parle de cette notion de mère absente, et il dit que dans le cas de figure où la mère serait absente ou indisponible pour son bébé, dans les premiers mois, la première année de sa vie, ça confronte le sujet au manque, et que celui-ci, du coup, il peut développer comme une intolérance à ce manque qui va combler par des passages à l'acte. Quand tu parles de point de vue, c'est quelle revue? C'est Point de vue et Image du Monde? Bah non, je sais pas, Point de vue. Ça s'appelle Point de vue. Non, je pense que c'est... Oui. J'espère que c'est un article homonyme. Mais c'est sérieux, hein, c'est pas le journal du dimanche, là. Ah oui, d'accord, ok. Parce que Point de vue, je pense que pour la plupart des gens, c'est pas les mêmes références que toi. Ah bon? Ah, moi, ça ne m'évoque rien. C'est quoi le... Point de vue, je crois que c'est un journal People. Ah bah non, alors c'est pas ça. Hein. Ah oui, j'ai pas la ref. Donc je continue sur la mère absente. Vers la fin du film, en fait, on apprend que la mère d'Ellie, elle a fait une dépression postpartum, en fait, suite à sa naissance. La dépression postpartum, c'est... D'ailleurs, il y a un film sur la dépression postpartum, très bien, si un de ces quatre, on veut se lancer dans ce sujet très gai. Ah bah oui, il faudra qu'on en parle, oui, parce qu'on n'a pas... Moi, j'ai pas dans la liste de films sur la dépression du postpartum. Si, je te l'avais écrit. Tu l'as pas noté. D'accord, je l'ai pas noté. Alors. Pieces of a Woman. D'accord, ok. Je vais le noter tout de suite. Oui. Du coup, la dépression postpartum, pour vous la faire courte, c'est une forme de dépression très grave qui peut aller jusqu'à des idées suicidaires, généralement dans les premiers mois de la vie du bébé. Donc, à la fin du film, la mère d'Ellie lui dit qu'elle n'a pas réussi à avoir de lien avec elle étant bébé, qu'il n'y a pas eu de contenance, de portage, d'accordage avec elle étant bébé. Et en fait, ça, c'est terrible parce que ça crée très rapidement... Alors, c'est de la mémoire implicite, hein, c'est de la mémoire corporelle, on n'est pas sur de la verbalisation, on n'en a pas forcément conscience quand on est enfant, mais ça crée le sentiment de ne pas exister. Donc oui, on y revient, au sentiment de ne pas exister. Quand il n'y a pas de portage, d'accordage avec la figure d'attachement, ça renvoie, oui, de la non-existence au bébé, en fait. Et dans le film, quand Ellie est à la clinique, et à un moment, Luc lui dit qu'elle a besoin d'être touchée par quelqu'un qui tient à elle. Et ben, c'est carrément vrai, comme phrase. En fait, Ellie, elle a beaucoup besoin d'être physiquement... ça, elle le sait pas, du coup, je pense, consciemment. Mais ce qui lui fait du bien aussi à la fin, finalement, c'est ce truc d'être physiquement rassurée, physiquement portée. Donc là, je suis en train de placer mes billes pour expliquer la fin chelou du film. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de vous renseigner sur la théorie de l'attachement, sur la notion d'accordage. Il y a le livre de Gwenaëlle Perciot qui est très bien, que je conseille à beaucoup de gens, qui s'appelle « Guérir de ses blessures d'attachement ». Et pour la notion d'accordage, il y a Johanna Smith qui est assez calée sur tout ça. Donc pour revenir sur cette fin chelou, rapidement, en fait, c'est donc la fin où la mère d'Ellie lui propose de la nourrir avec le biberon. Il y a cette idée de réparation vraiment symbolique du lien d'attachement vital qu'elles n'ont pas pu avoir lorsque Ellie était bébé. Donc c'est pour ça que je disais que, aussi bizarre que cette scène soit, je comprends l'idée. Et du coup, j'espère que j'aurai contribué à vous la faire percevoir différemment. T'as déjà des prénoms pour le bébé? Pas encore. J'ai fait une liste entière avec ceux que je préfère. Elle est à ta disposition. En fait, je crois que j'ai envie de changer de prénom. Qu'est-ce que tu penses de Dean? Ou Tex? Quand j'aurai passé le premier trimestre. Est-ce que t'as envie de passer le premier trimestre? Non, mais sérieux, Luc. Reste en dehors de ça, Mia. Ça concerne les anorexiques. Elle sait de quoi je parle. J'en sais rien. J'ai super peur. J'ai l'impression de plus rien contrôler. Mais en même temps, ça relève carrément du miracle parce que je pensais pas que j'étais opérationnelle dans cette zone-là, donc peut-être que je suis censée avoir ce bébé. Et j'en ai envie aussi. Tout comme j'ai envie de penser à quelqu'un d'autre que moi pour une fois. Bien dit, ma petite. On devrait faire une fête pour ta grossesse. Non, je veux pas, ça porte la poisse. Oh, je t'en prie, ce serait super avec des cadeaux et tout. Mais non. Bon, très bien, peut-être. Si jamais je dépasse les 12 semaines.
Allez, on va parler maintenant de l'anorexie mentale chez l'homme et chez la femme enceinte. On va commencer par le cas de l'anorexie mentale chez l'homme, puisque dans le film, il y a quand même un personnage masculin, qui est Luc. Donc je vous mettrai les références dans la description du podcast. Là, j'ai pris deux articles, un dans l'information psychiatrique de 2006 et l'autre dans les annales médico-psychologiques de 2017. Donc classiquement, il faut savoir déjà que le ratio d'anorexie mentale, c'est de 1 homme pour 10 femmes. Donc les femmes sont quand même très largement majoritaires. D'ailleurs, ce ratio a tendance souvent à pénaliser le diagnostic, et ce d'autant qu'il n'existe pas de signes d'alarme, notamment comme l'aménorrhée par exemple chez la femme, et que l'entourage familial ou même les médecins sont pas suffisamment informés sur l'existence aussi de l'anorexie mentale chez l'homme. Donc l'homme anorexique, lui, se présente souvent une forme mixte d'ailleurs qui associe anorexie et boulimie. Contrairement à la femme qui va rechercher la maigreur, chez l'homme, c'est plutôt la recherche d'une forme corporelle plutôt athlétique, et donc il va avoir moins tendance à se soucier de son poids exact comparé à une femme. D'ailleurs, il privilégie plus que la femme l'hyperactivité physique, et d'ailleurs il utilise moins les purges et les laxatifs. Donc, il n'y a pas de différence dans l'âge de survenue du trouble entre l'homme et la femme. J'ai souvent entendu dire d'ailleurs que l'anorexie mentale chez les garçons était associée aux psychoses, voire à la schizophrénie. C'est vrai que longtemps on l'a présenté comme ça, l'anorexie, enfin une présentation d'anorexie mentale chez un garçon, ça doit faire rechercher une schizophrénie ou en tout cas des symptômes psychotiques. Donc effectivement, même si les études sont assez controversées sur le sujet, la comorbidité anorexie et schizophrénie est quand même statistiquement plus fréquente chez l'homme. Enfin, une observation que je trouve un peu étrange, c'est que ça revient souvent dans les articles, c'est que l'anorexie mentale concernerait plus les hommes d'orientation sexuelle, donc homosexuels. Je trouvais ça d'autant plus étrange qu'il faut savoir que quand même l'âge de survenue de l'anorexie mentale, ça se situe entre 12 et 18 ans. Donc c'est plutôt des âges où l'orientation sexuelle elle n'est pas encore clairement établie. Donc bon, j'ai trouvé ça curieux, mais bon, je vous le partage quand même. Donc pour en revenir au film alors, est-ce que Luc finalement il a vraiment le profil ? Bon déjà, il n'est clairement pas homosexuel, puisque bon, il a même plutôt le rôle de love interest d'Ellie dans le film. C'est presque quasiment son seul rôle. Alors la recherche d'un corps d'athlète, ouais, ça c'est plutôt bien vu, parce qu'ils ont choisi de faire en sorte que le personnage incarne un danseur à la base. Donc ça, effectivement, on est presque dans la caricature de l'exigence corporelle, athlétique, telle qu'on peut se l'imaginer. Évidemment, il ne se fait pas vomir, en tout cas on ne le voit jamais, se faire vomir. Par contre, on ne le voit pas non plus se surentraîner. Bon, en même temps, on nous explique qu'il a une pathologie du genou, qu'il est blessé, tout ça, donc il ne peut pas non plus tirer trop sur son organisme, quoi. Bon, il n'a pas de symptômes psychotiques évidents. En vrai, si tu réfléchis bien, on ne comprend pas trop ce qu'il fait là, à part servir de ressort narratif dans le film. Des fois, on a même l'impression qu'en fait, il est co-thérapeute des autres, quoi. C'est que lui-même a l'impression qu'il n'a pas de problème et qu'il est limite là pour aider les autres. Il se met un peu dans cette position-là, de lui-même. Bon, enfin, il a le mérite d'insister sur le fait que, bon, voilà, les troubles du comportement alimentaire, ça ne concerne pas que les femmes, et donc, voilà, il a ce rôle de représentation statistique, là, dans le film. On peut au moins lui accorder ça, quoi. Allez, j'enchaîne sur le cas de Megan, qui est donc la jeune fille enceinte dans le film. Pour parler des problèmes de l'anorexie mentale, en tout cas des troubles du comportement alimentaire chez la femme enceinte, je me suis référé à un mémoire d'une sage-femme, le mémoire de sage-femme d'Élodie Weber qui s'appelle Anorexie mentale, boulimie et grossesse. Et je me suis inspiré aussi de la thèse de médecine d'Alix Crouzet-Tout-le-Monde qui s'appelle Anorexie mentale, grossesse et postpartum, évaluation des perceptions corporelles sur leur propre corps et sur le corps de leur enfant chez les jeunes mères atteintes d'anorexie mentale. Ouais,
les titres de thèse, c'est toujours très très long. Mais voilà, ça a le mérite de bien résumer le sujet. Et l'avantage des thèses, ou des mémoires, c'est que quand tu fais des recherches bibliographiques comme moi, c'est bien parce que le travail, il est déjà tout mâché. Il y a déjà des gens qui ont passé des heures et des heures à chercher tous les articles sur le sujet et qui te font une belle compilation. Hein. T'as pas tout lu, t'as pas lu la thèse. Je l'ai parcouru et j'ai regardé les éléments intéressants. Les thèses, c'est 200 pages. Je ne vais pas lire 200 pages. Mais il y a quand même des choses intéressantes à en retenir, malgré tout, ma chère Laetitia. Évidemment, on a le droit de se demander comment est-ce que c'est possible de tomber enceinte lorsqu'on souffre d'anorexie, parce que, par définition, ce qui caractérise l'anorexie, c'est l'absence de cycle menstruel. Donc on se dit, si on n'a pas de cycle, comment est-ce qu'on peut tomber enceinte ? La grossesse, elle peut quand même survenir chez les patientes, dans certains cas particuliers, notamment les patientes, on va dire, partiellement guéries, ou même celles qui ont évolué de l'anorexie vers la boulimie. Donc il y a des moments comme ça charnières, ce qui est un petit peu le cas finalement de Megan, qui tombe enceinte de façon accidentelle à un moment précis de sa pathologie où elle avait retrouvé un certain équilibre et où elle avait retrouvé ses règles. Donc ça, en soi, c'est plutôt cohérent. L'autre cas pour lequel on peut tomber enceinte lorsqu'on souffre d'anorexie, c'est le cas de la procréation médicalement assistée, la PMA, c'est-à-dire où là tu as induit de façon médicamenteuse l'ovulation pour pouvoir faciliter la grossesse. Voilà. Ça sous-entend que soit la patiente elle a dissimulé ses troubles lors de la consultation PMA, soit qu'elle n'est pas consciente de son trouble. Donc le pourcentage de femmes qui présentent des troubles du comportement alimentaire pendant la grossesse serait compris entre 5 et 15%. La peur qui prédomine, c'est évidemment la peur de perdre le contrôle sur le poids, notamment à cause de ce sentiment de passivité, parce que voilà, on a un enfant qui grandit en soi, donc on prend du poids de façon complètement inévitable. Cette passivité ressentie, d'ailleurs, peut donner lieu à des comportements de purge, alors qu'ils n'existaient pas auparavant. Ce qui est important dans le travail d'accompagnement de ces femmes, c'est ça qui est important de souligner, c'est de pouvoir leur faire accepter, d'éprouver non pas de la haine contre cet être vivant qui est en train de grossir en elles, mais plutôt d'éprouver de l'amour pour ce futur bébé à naître. Les principales complications d'un TCA actif pendant la grossesse, il y en a plusieurs. Le premier, c'est l'hyper-MS gravidique. Alors ça, l'hyper-MS gravidique, c'est le fait d'avoir une majoration des nausées ou des vomissements pendant la grossesse comparée à une grossesse chez quelqu'un qui ne souffre pas de TCA. L'autre complication, c'est les anomalies de fermeture du tube neural. Alors ça, c'est un terme d'embryologie, c'est un terme technique. Il faut savoir que dans la formation, l'embryogénèse, c'est-à-dire la formation du futur être, il y a tout un tas d'organisations de cellules qui se font par étapes. C'est des replis de couches cellulaires, etc., qui aboutissent petit à petit à la formation d'un fœtus et d'un embryon. Enfin, d'un embryon puis d'un fœtus. Et donc, la principale anomalie de l'embryogénèse, c'est donc la fermeture du tube neural, qui est souvent liée d'ailleurs à une carence vitaminique. C'est vrai que quand tu te fais vomir ou quand tu ne t'alimentes pas suffisamment, tu as des carences. Des carences vitaminiques, ça peut entraîner donc ce qu'on appelle la spina bifida, donc un problème de non-fermeture du tube neural, qui est 3 fois plus fréquente chez les femmes anorexiques et qui est en plus majorée par les prises de diurétiques. Et enfin, les deux complications évidente, c'est l'accouchement prématuré, donc c'est un bébé presque à terme, en tout cas viable, mais qui arrive trop tôt. Et l'autre, et c'est le cas qu'on voit dans le film, c'est la fausse couche spontanée. Dans le film, moi quand j'ai vu Megan d'emblée, j'ai eu le pressentiment que le personnage allait avoir ce destin tragique, le fait qu'on te la présente d'emblée comme quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire et qui est enceinte, tu sens qu'il va y avoir un drame, à un moment donné, c'est sûr. Ça, t'as pas trop de doute là-dessus, c'est un peu téléphoné. Voilà, comme si elle est là juste pour montrer en fait qu'elle souffre d'anorexie pendant la grossesse et que la fausse couche, elle est finalement assez inévitable. On ne sait pas grand-chose de son histoire d'ailleurs à Megan et finalement tout le ressort dramatique il tourne autour de sa grossesse, en tout cas pour ce personnage-là. Enfin, en réalité, les statistiques sont assez vagues sur le taux de fausse couche. Il semblerait que la probabilité soit plus élevée
chez les femmes anorexiques que dans la population générale. Grosso modo, ça se situerait entre 12 et 31%. Donc oui, d'un côté, le film, il n'a pas tort, mais il ne faut pas non plus faire du cas de Meghan une généralité, parce que c'est pas aussi systématique que ça. Qu'est-ce qui se passe? Beckham raconte n'importe quoi. On le prend tous pour le grand Manitou, mais je vois personne aller mieux. Non, tu te trompes. Ah ouais? Meghan est foutue. Anna a un coffre trésor plein de vomi sous son lit. Toi et tes putains de poneys à la con. Et moi, je vais avoir droit au tube. Et il s'en tape complètement. Pour terminer, moi je voulais parler des conduites ordaliques en lien avec la fin du film. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est les conduites ordaliques. Alors déjà le terme ordalie, O-R-D-A-L-I-E, c'est un terme ancien qui date du Moyen-Âge et à l'époque il désigne une épreuve judiciaire, sous le nom de jugement de Dieu. Donc ça c'est une définition que vous retrouvez dans le Larousse, tout simplement. Tu sais que les gens ne lisent plus le Larousse. T'es au courant? Donc ils vont chercher sur Google. Laisse-moi tranquille avec mon... Laisse-moi dans ma bibliothèque. Et du coup, si on passait cette épreuve au Moyen-Âge, l'ordalie, si on la traversait, si on la réussissait, Dieu avait rendu son jugement en notre faveur et nous permettait de recommencer à zéro, d'être en quelque sorte lavé de nos actes et de nos péchés. Donc la notion de conduite ordalique, en addictologie, c'est une notion... mais c'est aussi une notion qui s'applique à d'autres comportements à risque en psychiatrie. En tout cas, dans le domaine de l'addictologie, elle a été diffusée par Marc Wahler, V-A-2-L-E-U-R, qui est un psychiatre emblématique de l'hôpital Marmottan à Paris. Et du coup, ce psychiatre, il considère que certains comportements extrêmes de prise de risque sont des tentatives pour tester le droit à l'existence. C'est-à-dire que l'individu vient par les prises de risque questionner son droit à vivre, en fait, clairement. Donc je me suis penchée sur un article de Marc Wahler, du coup, qui s'appelle « Les addictions sans drogue et les conduites ordaliques », qui date de 2005 et qui a été publié dans la revue L'Information psychiatrique. Donc il est dit que la conduite ordalique, ça peut être défini comme le fait pour un sujet de s'engager de façon plus ou moins répétitive dans des épreuves comportant un risque mortel. Et il précise que l'issue de l'épreuve ne doit pas être évidemment prévisible, ce qui distingue le suicide pur et simple du simulacre. Et on voit qu'Ellie, à travers son anorexie mentale, elle s'engage dans une prise de risque répétée, qui peut aller jusqu'au suicide. Elle en est d'ailleurs consciente, il s'agit d'un suicide lent et éventuel en fait. C'est ça qui fait la nuance, c'est qu'on n'est pas dans le passage à l'acte suicidaire et inévitable, on est dans un suicide lent et éventuel. Je trouve que c'est assez particulier, quoi. C'est quoi un suicide éventuel? Si elle continue. Ah oui. Elle peut aller effectivement jusqu'à la mort, mais elle se tire pas une balle dans la tête, quoi. D'accord. Tu vois. Et sur le fantasme un petit peu de l'ordalie, ce serait le fait de s'en remettre à l'autre, au hasard, au destin, à la chance, on l'appelle comme on veut, pour, comme je disais, pour prouver son droit à la vie. Et cette notion de droit à la vie, je trouve qu'elle est importante pour comprendre les conduites ordaliques. Comme je disais, on vient tester sa légitimité à vivre, plus ou moins inconsciemment. Donc pour Ellie, ça passe par le corps, ça passe par son corps. Elle va tester les limites de ce que celui-ci peut endurer, aller jusqu'au bout, puisqu'on suppose qu'à la fin du film, elle frôle la mort, pour ensuite pouvoir revenir et accepter d'être là et de vivre. Du coup, dans les conduites ordaliques, il y a un peu toujours cette double phase de j'abandonne, d'un côté, je me laisse aller, et en même temps, c'est une tentative de maîtrise, de reprise de contrôle sur sa vie. Dans l'anorexie mentale, je trouve que cette dualité, elle est assez parlante, parce que d'un côté, on observe comme une apathie, une fatalité, une résignation de plus nourrir, de plus alimenter, qui est assez déroutante. Et en contrepartie, il y a cette espèce d'hyper-contrôle sur la restriction et la perte de poids. Il y a un peu ces deux aspects. Et du coup, je reviens sur les prises de risques qu'on peut traverser, qui sont un peu, les conduites ordaliques, c'est un peu comme des séquences de mort suivies ou pas de résurrection.
Et dans la fin du film, ça illustre vraiment ça. Quand Ellie grimpe sur la colline pendant la nuit, elle arrive en haut, elle s'écroule, elle tombe inconsciente et elle fait une sorte de rêve symbolique, prémonitoire. Alors même si la fin ça peut paraître perché, encore une fois, je trouve que ça illustre bien la symbolique justement de la séquence de mort et de résurrection. Parce qu'elle voit une image d'elle-même cadavérique, enfin décédée quoi, la peau sur les os. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalise comment elle s'est maltraitée, jusqu'où en fait elle en est arrivée. Et dans cette espèce de rêve prémonitoire, elle parle avec Luc. Ils sont assis sur la branche de l'arbre, elle a l'air épanouie, en bonne santé. C'est comme si elle voyait à la fois ce qu'elle risquait de devenir si elle continuait dans ses comportements et ce qu'elle perdait aussi en continuant dans cette voie. Du coup, ce rêve, c'est comme un choc existentiel pour elle. Et au-delà du fait qu'Ellie vient de frôler la mort, elle est extrêmement faible, on se demande comment elle arrive encore à marcher. Suite à cette expérience-là, elle redescend de la colline le lendemain en disant ça va aller maintenant. Comme si elle avait été au bout de ce qu'elle pouvait, qu'elle en était revenue et que c'était la condition pour qu'elle puisse avancer, quoi. Donc voilà, je voulais faire un aparté sur les conduites ordaliques dans cet épisode parce que ça m'a vraiment fait penser à ce concept. Et même si c'est pas aussi radical, c'est pas aussi marqué dans les profils qu'on peut rencontrer en addicto, il y a un peu de ça des fois. Il y a un peu ce truc de j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de moi-même, de tuer une partie de moi pour pouvoir revenir, quoi. C'est assez particulier. Donc finalement, tu vois qu'il y a une accointance entre les comportements alimentaires et les addictions. Ouais. Les gens disent qu'ils t'aiment, mais c'est faux. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils adorent le sentiment que ça leur procure de savoir qu'ils aiment quelqu'un d'autre. Ou alors ils aiment le fait de pouvoir profiter de toi. Sérieux, je sais même pas quoi te répondre. T'as tort sur toute la ligne. C'est bon, j'arrête là. Bien, avant de conclure cet épisode, il nous reste à donner notre avis sur le film et puis nos recommandations. Voilà, comme d'habitude, je vais commencer. Alors, To the Bone, c'est un film quand même assez controversé. À sa sortie, même certains pensaient qu'il était Sinspo. Alors, Sinspo, c'est un terme anglo-saxon, c'est une abréviation de Sinspiration, en fait, qui sont des contenus multimédia qui encouragent les rapports dysfonctionnels à l'alimentation. Donc le film, il était revendiqué comme Sinspo dans le sens où il véhiculerait le message que l'anorexie mentale, c'est OK, puisque Ellie, c'est une fille plutôt cool et que donc finalement, pourquoi pas faire comme elle, quoi. Ça, c'était un petit peu le message polémique autour de ce film. D'un autre côté, je rappelle quand même que selon l'ARS, les troubles du comportement alimentaire, ça concerne 600 000 jeunes en France, qui constituent la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, juste après les accidents de la route. Alors, je ne suis pas contre proposer une version romantique de ce trouble psychique, mais en l'occurrence, To the Bone, à force de caricature et d'erreurs un peu grossières, il a plutôt tendance à banaliser le problème. Et puis je ne suis pas d'accord du tout avec le discours qui soutient que faut toucher le fond pour pouvoir guérir. Parce que je ne vois pas à quel moment on est dans le soin quand on dit à quelqu'un qu'il faut d'abord qu'il touche le fond pour pouvoir aller mieux après. Quand tu touches le fond, tu as déjà perdu, quoi, en fait. Donc l'idée, c'est quand même d'agir avant que ça soit complètement la catastrophe. Les personnages, ils sont évidemment un peu trop stéréotypés à mon goût. Après, voilà, c'est pareil, on est dans un film, si on veut quand même qu'il y ait un intérêt à voir le film, c'est normal peut-être d'exacerber un certain trait de caractère, donc ça, ok. En tout cas, je veux dire par là que c'est trop caricatural dans le sens où tous les gens qui souffrent de boulimie ne sont pas forcément obèses et toutes les jeunes filles qui souffrent d'anorexie mentale ne ressemblent pas à des sacs d'os. La réalité, c'est pas ça. J'aurais bien aimé aussi connaître l'histoire des personnages secondaires qui cohabitent là, tous dans cette maison thérapeutique là, du Dr Beckham. Ce sont tous des cas particuliers, ça aurait été intéressant de creuser. Et en fait, quand j'ai réfléchi, je me dis que ce film, en fait, il aurait fait une bonne série.
dans le sens où tu aurais pu faire des épisodes sur chacun des personnages quasiment. Ouais, carrément. Bon, évidemment, je suis pas convaincu du tout par Keanu Reeves dans le rôle du docteur Beckham, surtout quand il dit à Ellie je vais pas m'occuper de toi si t'as pas envie de rester en vie. Ça. Je veux dire, aucun médecin dit ça à personne, enfin bon, sauf les gens qui sont complètement à côté de la plaque. Je pense que alors on va dire ouais, c'est de la provoque et tout, on fait ça pour être un peu frontal avec le gamin et tout, mais je pense que c'est quand même une vision un peu simpliste du problème. Et puis, chose importante quand même, à aucun moment dans le film, il est fait référence aux facteurs génétiques dans les TCA. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est clairement identifié. Je rappelle que l'héritabilité de l'anorexie mentale, c'est 70%, et c'est 60% pour la boulimie. Donc je vous renvoie à l'article, alors je ne sais pas si c'est le même que toi, mais de Durier et Gorwood de 2018. C'était dans les cahiers de nutrition et de diététique. Donc je crois que ce n'est pas la même référence que toi. Apport récent de la neuroscience dans la compréhension de l'anorexie mentale, génétique, épigénétique, neurocognition et circuit de la récompense. Donc toi, on n'est quand même pas loin de ce que tu abordais tout à l'heure. Il y a quand même de bonnes idées dans le film. Je pense notamment à la tentative de thérapie familiale, dont tu parlais tout à l'heure. Bon, bref, To the Bone, c'est pas une purge à proprement parler, mais je comprends pourquoi il m'avait pas laissé non plus un souvenir impérissable au moment de mon premier visionnage. Moi, mon avis est plutôt positif. Je trouve que c'est pas facile de traiter un sujet comme l'anorexie sans tomber dans la caricature, justement. Et pour le coup, moi, je trouvais que les personnages, ils étaient plutôt bien construits et assez proches quand même des problématiques qu'on pouvait rencontrer dans la vie réelle. Après, voilà, il faut qu'il y ait de la mise en scène, il faut que ce soit visible à l'écran, compréhensible. Enfin, forcément, il y a des choses qui sont exacerbées, amplifiées, mais voilà. J'ai eu de la compassion pour Ellie, pour ce chemin qu'elle traverse vers elle-même, pour la maltraitance qu'elle s'inflige. Enfin, je trouve qu'il est... Et puis même pour tout son côté défensif. J'aime bien son côté passif-agressif. Ouais, en fait, c'est ça. je viens d'identifier pourquoi je l'aime bien. Et finalement, ce qui m'a vachement intéressée aussi, c'est ses modes relationnels. C'est aussi pour ça que je suis partie là-dessus sur le podcast. Que ce soit les liens avec sa sœur, sa mère, la belle-mère, le thérapeute, les autres résidents. Je trouvais que les rapports entre eux étaient peints avec beaucoup de pudeur et j'ai bien aimé. Alors je te rejoins sur le fonctionnement de la maison de soins de Keanu, où ça pouvait être un peu caricatural et où parfois c'est beaucoup trop laxiste pour que ce soit crédible. Et ouais, même si je l'entends comme ça, le message un peu provoque de si tu veux pas te faire aider, trouve-toi un autre médecin. Bon, ça questionne un petit peu, quoi, forcément. Après, on est des soignants, donc on n'est pas... on n'a pas des avis neutres, quoi. Du coup, je sais pas si des gens non soignants qui sont pas dans ce domaine réagiraient de la même manière que nous. En tout cas, on a eu la même réflexion là-dessus. Et sur le côté toucher le fond d'Ellie, moi je pense pas que ce soit montré de manière générale, mais que ça s'applique dans son cas à elle. Et puis il lui dit pas à elle en fait, il le dit à la fin, si tu te souviens bien, à sa famille quand elle est pas là. Oui, mais même, enfin je veux dire que oui, mais même, mais il lui dit pas. À quel moment c'est encore pire. C'est pas qu'il dit qu'il conseille, il explique par quoi elle passe elle. Et lui, de son point de vue, il dit. Il y a certaines personnes comme Ellie qui ont besoin de toucher le fond pour revenir. Il dit pas qu'il faut toucher le fond. Ouais. Non, mais le simple fait que tu puisses juste constater les choses comme ça et dire limite il est ça dans son rocking chair. Oui. Toi en train il faut qu'elle touche le fond, la petite. Tu vois, je sais pas. C'est la façon dont c'est présenté et puis la belle-mère qui prend ça comme ça en pleine tête. Oui. Enfin, je veux dire, c'est hyper violent. C'est pas subtil, mais... Bon, on est d'accord. Allez. Bon, c'est tout pour moi. Ok, on va passer aux recommandations, alors. Tiens, tu veux commencer ? Si tu veux. Pour changer, allez. Alors, moi, je conseillerais un petit livre, parce qu'il est vraiment petit, pour le coup, c'est pas une blague, que j'ai lu il y a super longtemps, mais qui m'avait vraiment marqué. Et du coup, quand on a travaillé sur le sujet, j'ai cherché. Je me suis dit, putain, comment il s'appelait ce livre et tout.
Et j'ai retrouvé, donc je suis grave contente. Donc c'est un texte court, mais c'est vraiment percutant sur l'anorexie mentale. Ça s'appelle Petite, de Geneviève Brisac. C'est l'histoire de Nouk, qui a 13 ans, qui tombe dans l'anorexie et qui va finir par être hospitalisée. Mais alors je sais pas si c'est parce que c'est le premier livre que j'avais lu sur le sujet, mais ça m'avait vraiment marqué. Il faudrait que je le relise, du coup. Ouais, tu me donnes les références peut-être, alors pour que je les mette dans la description, si tu les as. Bah ça, Petite, de Geneviève Brisac. D'accord, c'est un roman. D'accord. Enfin, c'est un roman. Il n'y a pas une maison d'édition particulière ou... Non. Non, ok. Il y a sur la couverture, il y a une... comment t'appelles ça ? Un mètre pour mesurer, là. Un mètre pour mesurer. Moi, j'appelle ça comme ça. Ok. Je sais pas, un mètre ruban. Ouais. Ah, d'accord. Mètre ruban. Tout le monde veut prendre sa place. Et d'ailleurs, en parlant de couverture, si jamais, pour plus de promo numéro 2, pour plus de facilité à retrouver mon livre, Humanité, la couverture, c'est deux mains qui se rejoignent l'une vers l'autre. Et sinon, en thématique musicale, petite recommandation, je vous conseille la chanson qui s'appelle Petit Corps de Solane. Ça résonne et ça sonne faux, une distorsion dans mes os, silencieusement qui se glisse, s'éternise dans ma matrice. Petit corps sera grand demain, pour l'instant. C'est une chanteuse que j'ai vue en première partie de Zao de Sagazan, il n'y a pas très longtemps, au Zénith. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, voilà. Et du coup, la chanson Petit Corps est assez en lien avec la thématique du jour. Alors, moi, j'ai deux choses à vous conseiller. Alors, c'est d'abord un film documentaire qui s'appelle Thin, T-H-I-N, comme fin. C'est un film documentaire de Lorraine... oui, pardon, ouais, comme être fin. De Lorraine Greenfield, qui a été présenté en avant-première au Festival de Sundance en 2005, qui était distribué par HBO, qui je ne pense pas qu'il soit sorti en France, mais vous pouvez le visionner sur YouTube gratuitement. Bon, il n'est pas... Enfin, si vous pouvez utiliser les sous-titres de YouTube, mais voilà, sinon c'est de l'anglais non sous-titré. Et donc le film raconte le suivi de 4 jeunes filles qui sont dans une institution américaine spécialisée qui s'appelle Renfrew, je crois. Et donc ça suit le parcours de ces 4 jeunes filles. Alors bon, c'est entre le, on va dire le film et la télé-réalité, j'ai envie de dire. Non, c'est pas vraiment ça, mais bon, on sent qu'il y a des scènes qui sont filmées un peu, contextualisées un peu de façon volontaire, genre les filles qui fument la cigarette en douce au-dessus de la bouche d'aération pour montrer qu'elles transgressent, machin. Il y a même des scènes où on voit certaines des patientes se faire vomir et tout. Mais derrière ça, je pense qu'il y a quand même une certaine sincérité dans la présentation des filles. Alors, on vous explique avant qu'est-ce qui les a amenées dans l'institution, et puis après, à la fin du film, on vous dit ce qu'elles sont devenues. Enfin, vous voyez, c'est un truc un peu classique. Mais bon, pour le coup, là, on n'est pas du tout dans la vision 100% fictive de To the Bone, mais on a un côté quand même un petit peu plus terre-à-terre et on va dire entre guillemets, enfin non, je ne vais pas mettre de guillemets, on va dire réaliste authentiquement de ce qui peut se passer dans des institutions comme ça aux États-Unis. Et d'ailleurs, le fonctionnement est quand même très similaire à celui qu'on voit dans To the Bone. Et puis, deuxième recommandation un peu plus légère quand même, c'est une série sur Apple TV+, qui s'appelle Physical, qui raconte l'histoire d'une mère de famille boulimique dans les années 80 qui se décide à faire carrière dans l'aérobic. Donc il y a
à la fois un questionnement sur le positionnement de la femme dans la société américaine des années 80, son émancipation, et tout ça avec au milieu de tout ça, le trouble du comportement alimentaire qui se manifeste chez l'héroïne dans un premier temps par une petite voix intérieure, et puis un petit peu plus tard après, qui prend la forme d'une personne. Ça tire un peu en longueur sur la fin, mais les premiers épisodes, moi, ils m'ont bien attrapé. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter @maséancedepsy si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Nous avons aussi et surtout une page Facebook. Et comme d'habitude, j'essaierai de mettre, pour ceux qui n'ont pas d'application de podcast, l'épisode audio sur YouTube. La prochaine fois, de quel film allons-nous parler, ma chère Laetitia ? Black Swan. Ouais, on a tranché et on a décidé de parler de Black Swan. Alors, ne croyez pas qu'on est des fans inconditionnels de Darren Aronofsky, parce que ça doit être au moins le 2e ou le 3e film de Darren Aronofsky. Je sais pas, on a fait Requiem for a Dream. Non, je crois que c'est le 2e, c'est tout. Ouais. Bon, voilà, on fait dans les films pas glauques. Ouais, moi j'aime bien. Donc moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je suis impatient de le revoir et de me faire un avis. On va terminer là-dessus. On vous dit à bientôt et bien sûr, on vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Salut Laetitia, salut à tous. Salut. Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done, and breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone, a brand new moon and a brand new sun. So follow the sun, the direction of the bird, the direction of